Lundi 27 mai 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission Café Débat en ce début de semaine. Vous le savez, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Évidemment, nous parlons d'actualité politique, notamment ce débat houleux autour de la Constitution, nouvelle Constitution ou pas. Évidemment, les entités continuent à se prononcer là-dessus, les partis politiques de l'opposition, face à la multiplication des pro-nouvelle constitution, ne baissent pas les bras, et c'est là-dessus que tout à l'heure nous allons en parler, mais dans la deuxième partie de cette émission, où je recevrai Diabati Doré, président du RPR, Rassemblement pour la République, qui nous parlera de ce qu'il mène en tant que parti politique dans ce combat, aux côtés des autres partis politiques de l'opposition, mais aussi dans le cadre du Front National de Défense de la Constitution. Mais déjà dans cette première partie d'émission, on va parler de cet autre sujet qui focalise les attentions depuis plus de 2 semaines et qui affecte aussi le système judiciaire de notre pays. Il s'agit de la grève générale et illimitée des huissiers de Guinée. Évidemment, vous le savez, depuis le 13 mai, l'Association nationale des huissiers de Guinée donc, a enclenché une procédure de grève générale qui affecte la justice, comme je l'ai dit, et entre-temps, le président de la République qui a donc pris un décret signant le statut particulier des huissiers. Est-ce que cela règle le problème? Est-ce que les huissiers de Guinée vont donc lever leur mot d'ordre de grève? C'est la principale question. Et déjà sur ce plateau, j'ai comme invité M. Maître Kamara Souri Daouda. Il est le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée. Maître Kamara, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Merci de la disponibilité surtout. Alors oui, dites-nous, depuis le 13 de ce mois, vous avez décidé d'aller en grève, tous les huissiers de justice. D'abord, qu'est-ce qu'on peut savoir? Pourquoi? Quel a été le motif principal de ce mot d'ordre de grève? Parce que, à ce qu'on sache, le statut particulier n'était pas la cause primaire de cette grève-là. Oui, comme vous le dites, le facteur qui a accéléré le débrayage était bien celui relatif à l'arrestation et à la détention dans les locaux de la DPJ de notre confrère maître Lansana Salifou Souma. Il est huissier de justice de son État. Mais bien avant, cette arrestation ne sont que des causes immédiates du mouvement que tout le monde a connu. Bien avant, dis-je, il y avait déjà une sorte de malaise. Il y avait une certaine lassitude. Il y avait des difficultés de tout genre que rencontraient les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Ces difficultés sont notamment celles liées à l'obtention de la réquisition au niveau du parquet général, ainsi que la mise en mouvement des forces de l'ordre pour parvenir à l'exécution des décisions de justice. Bien. Comme vous le savez, l'une des missions principales, sinon la principale mission des huissiers, est l'exécution des décisions de justice rendues au nom du peuple de Guinée. Mais tant de difficultés étaient rencontrées par les huissiers de justice. Il y avait un manque de protection, dû notamment à l'absence de ce statut. Donc tous ces éléments font partie de votre plateforme. Donc on était dans une logique de débrayer. On devrait forcément aller en débrayage. C'était inévitable en raison de toutes les difficultés qui étaient jusqu'ici rencontrées. Mais qu'est-ce qui a accéléré? On ne serait pas parti en débrayage à partir du 13, mais peut-être dans un mois après la période de juin là. Mais qu'est-ce qui a accéléré le départ du mouvement? C'est bien l'arrestation de manière injuste et irrégulière de notre confrère maître Lansana Salifou. Alors ça m'amène à poser la question, comment votre confrère là a été arrêté? Dans quel dossier et comment? Par qui? Bon, il s'agit d'un dossier opposant l'État en quelque sorte, parce que c'est un ministère, le ministère de l'administration du territoire, dont les démembrements étaient l'occupant d'un immeuble. Donc, cette structure relevante du ministère de l'administration du territoire était l'occupant d'un édifice privé. L'immeuble appartenant à une famille Keita.
du côté de Matam. Cette famille, finalement, est allée en procès contre les occupants du fait de non-respect des clauses du contrat. Vous savez, en matière de location, il y a des clauses qui sont prévues. Si vous les violez, notamment en ce qui concerne le non-paiement des loyers aux époques convenues, ça peut entraîner la résiliation du contrat. Donc, il y a eu finalement un litige qui s'est soldé par un procès où la famille Keita a été déclarée propriétaire des lieux. Donc, il s'est agi de mettre à exécution cette décision de justice. Maître Lansana Salif Souma, dont le cabinet a été requis, a fait de son mieux pour parvenir à une exécution. Mais, puisqu'il s'agit de l'État, on aurait souhaité que l'État s'exécute librement. Que le ministère de l'administration du territoire s'exécute librement à travers les occupants de l'immeuble. En partant des lieux, sans usage de la force publique. C'est ce que l'huissier cherchait à faire parce que, encore une fois, l'État c'est la puissance publique. On ne peut pas utiliser les moyens de contrainte relevant de l'État contre le même État. Donc c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi l'huissier, dans une logique juste, remontait les informations à ses clients pour dire que si vous ne patientez pas, vous n'avez aucune chance de faire exécuter votre décision. Utilisons des méthodes douces, soyons très intelligents, agissons avec tact. Sinon, si vous essayez de requérir ou la gendarmerie ou la police, vous ne pouvez pas prospérer. Donc, nous sommes en train de mener des démarches administratives, nous sommes en train d'impliquer l'agent judiciaire de l'État pour que le service concerné libère volontairement les lieux. Donc, franchement, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et ça a pris du temps. La famille, un beau matin, a pris la décision d'aller elle-même déloger les occupants. Parce qu'elle en avait marre. C'est ce qui fut fait. Donc, les membres de cette famille, qui est une grande famille bien sûr, les filles et garçons, tous se sont mobilisés pour aller sortir de force les bagages, les effets, les mobiliers, les arracher les portes, comme ils le pouvaient. Donc, dans la même journée, le ministère de l'administration du territoire a trouvé bon d'adresser un courrier plainte contre l'huissier au niveau de l'agent judiciaire de l'État, demandant à celui-ci d'engager une procédure judiciaire, des poursuites judiciaires contre l'huissier de justice. Donc, l'agent judiciaire, à son tour, a saisi le procureur général près la cour d'appel, lequel a transmis le dossier au directeur central de la police judiciaire. C'est dans ce contexte que le même procureur compose le numéro de l'huissier de justice, le fait venir dans ce bureau et le met à la disposition de la police. Donc votre confrère a été arrêté dans le bureau du procureur général, de manière irrégulière et franchement sans base légale. Bien. Voilà donc la raison qui a précipité votre débrayage, votre grève. Sinon il y avait déjà des sujets qui étaient censés qui devraient nous amener à gréver forcément dans les mois à suivre. En tout cas dans 1 ou dans 2 mois ou plus tard, on serait parti en grève. Non seulement pour obtenir ce statut, mais aussi pour que toute forme d'interpellation injustifiée contre les huissiers de justice cesse, mais pour que la réquisition, qui est un document de trop dans nos procédures, soit purement et simplement retirée dans les procédures d'exécution. Ça n'a pas de base légale aussi. Bien. Et donc, je veux dire, ce qui fait que vous avez grévé plus tôt que prévu. Si votre confrère a été cette fois-ci arrêté illégalement, mais en même temps, est-ce que dans d'autres dossiers, les huissiers ne sont pas tout le temps dénoncés, il ne leur est pas reproché de mal exécuter certaines décisions de justice, au point qu'on a vu des cas où il s'agit de litiges entre des gens autour d'un domaine ou d'une maison, que des gens nous interpellent comme quoi l'huissier de justice est venu avec la gendarmerie, ils nous ont sortis de notre maison, même la nuit quand on était en train de dormir, ils ont commencé à casser les maisons. Il y a des situations comme ça quand même où vous n'avez pas bonne presse, vrai ou faux, qu'il y a ces situations comme ça dans vos rangs? Bon, tout n'est pas sain en notre sein. Tout n'est pas sain dans nos rangs. C'est vrai, il y a des cas d'indélicatesse qui peuvent se produire, mais tel que les justiciables le dénoncent sur vos ondes, c'est plutôt exagéré. Exagéré, ils exagèrent. Et qu'est-ce qui amène les gens devant le tribunal d'abord? C'est la mauvaise foi. Mais si il y a un contrat en matière de location, par exemple, entre vous et moi, est-ce que si nous sommes tous de bonne foi, je suis propriétaire
j'exécute mes obligations envers vous, vous exécutez les vôtres envers moi, est-ce que nous pouvons aller devant le juge? Il y a toujours Donc, la première des choses, c'est la mauvaise foi, c'est la mauvaise foi qui amène les gens devant le tribunal. Et cette mauvaise foi, elle est affichée jusqu'à la phase de l'exécution des décisions qui sont rendues par les tribunaux. Je comprends bien. Parce que dans cette les condamnés... Non, attendez, dans cette phase d'exécution, souvent obligatoire, hein, quand il s'agit de sortir quelqu'un d'une maison, parce que... Tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une période indiquée aussi pour cette décision, cette exécution forcée? Par exemple, enlever des gens d'un lieu qu'on dit ne leur appartenant plus. Mais eux, ils pensent que c'est pour eux, mais la décision qui a été rendue par la justice, c'est que ce n'est plus pour eux, ils doivent quitter. Tout à fait. Mais l'huissier de justice doit venir avec, par exemple, les forces de l'ordre pour les faire enlever. Mais quelles sont les périodes indiquées? Parce qu'il y en a qui disent qu'on vient les sortir à 5 h du matin, à 4 h du matin, pendant qu'ils dorment. Donc, est-ce qu'il y a un délai ou est-ce qu'il n'y a pas un délai pour ça? Ça, c'est écoutez, c'est très simple. Ce que je vous dis, vous auriez pu me laisser dans ma logique. Je dis c'est la mauvaise foi qui amène les gens devant le juge d'abord. Et cette mauvaise foi se poursuit jusqu'à la phase de l'exécution. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Lorsque vous êtes condamné dans une procédure, la loi vous dit de quitter. La décision est rendue au nom du peuple de Guinée. Nul n'est au-dessus de cette décision. Tout le monde doit s'y plier. L'huissier de justice, il ne vient pas dès la réception du dossier tomber sur vous avec des gendarmes ou avec des policiers. Il vient par voie de notification. Il vous signifie la décision. C'est-à-dire l'acte par laquelle, même si vous étiez au courant, même si vous aviez été à l'audience jusqu'au jour du prononcé de la décision, l'huissier a l'obligation de venir vous informer. Je porte cette décision à votre connaissance. À la même occasion, je vous demande de libérer les lieux d'ici telle date. Il donne ce délai. Quand ce n'est pas fait... Mais lorsque vous êtes de bonne foi, mais de deux choses l'une, ce délai, vous pouvez le respecter. Vous dites, pas de problème, maître, je vous dépose les clés, ou venez chercher les clés d'ici telle date. Ou alors ce délai ne vous arrange pas. Demandez à l'huissier, c'est un humain, ce n'est pas un extraterrestre, c'est un frère guinéen. Demandez-lui, maître, je me plie à la volonté de la loi. Je me plie à la volonté de la décision. Mais le délai imparti me paraît trop juste. Je ne pourrai pas m'organiser à déménager d'ici le délai indiqué. Pouvez-vous m'accorder un moratoire? Il n'y a pas un seul huissier guinéen qui vous le refusera. Mais ils ne le font pas. Donc c'est exagéré. Ils ne le font pas. Il y a d'autres démarches. L'huissier vient, ce n'est pas une obligation. Mais par courtoisie, il informe l'autorité locale. Vous relevez d'un quartier, il écrit à votre président du conseil de quartier. Je suis détenteur d'une décision condamnant un de vos citoyens à libérer l'endroit qu'il occupe. Il n'est pas propriétaire. Je lui ai envoyé mes actes, les actes de mon ministère. Il a reçu ma signification. Il a reçu mon commandement. Il continue à se maintenir sur les lieux. Je lui ai envoyé un itératif, un dernier commandement. Il refuse de quitter. Donc je viens auprès de vous en tant qu'autorité locale, afin que vous interveniez auprès de l'intéressé, pour qu'il libère volontairement, en attendant qu'il ne soit procédé à l'utilisation des moyens de contrainte, notamment l'envoi d'une force publique, la police ou la gendarmerie. Au-delà du quartier, nous écrivons, nous adressons le même courrier à la commune. Le même courrier est adressé à monsieur le procureur de la République. Mais lorsque tous ces délais sont consommés... Non, moi, ce que je veux savoir, vous savez, dans tout ça, vous êtes dans la légalité, hein, pour éclairer les lanternes des uns et des autres sur les accusations fortes qui sont souvent portées contre les huissiers qui se font accompagner par la force publique dans l'exécution de certaines décisions de justice, par exemple dans les cas de recouvrement des biens, qui peuvent être des domaines, des maisons et tout et tout. Quand on est déjà dans la phase d'exécution forcée, là, ce que vous appelez l'exécution forcée. L'exécution forcée, oui. Maintenant, est-ce qu'il y a une période indiquée pour l'exécution forcée de cette décision-là, genre de telle heure à telle heure, vous pouvez le faire, et non de telle autre heure à telle autre heure. Comme ça, les gens savent que même quand certains crient que vous êtes venu tomber sur eux, mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans le droit. Parce que certains disent non, on est venu nous trouver en train de dormir. En termes de période, quelles sont les heures consacrées? Ce sont des mensonges. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la mauvaise foi, jusqu'au dernier jour de l'exécution, les gens qui sont de mauvaise foi le seront toujours et naturellement. Parce que
Imaginez, vous avez reçu à titre personnel, à main propre, de l'huissier, vous invitant à vous exécuter, vous ne le faites pas. Il implique votre autorité locale, vous ne le faites pas. Il saisit la mairie, vous ne le faites pas. Il informe le procureur de la République, vous n'agissez pas. Maintenant, les délais sont vraiment consommés. Il prend la force publique qui vient chez vous. Vous savez, les gens pensent que les médias sont faits pour venir mentir. Vous savez, actuellement, avec la libéralisation des ondes, de la presse, les gens trouvent bon. C'est le moyen par lequel les gens viennent raconter toutes sortes de sottises. Celui-là dont l'exécution a débuté, dont l'expulsion a débuté à 6 h du matin, il ne vous le dira jamais que c'est à 6 h que lui s'est arrivé chez moi. Il vous dira c'est à 5 h. D'autres diront à 3 h du matin. Mais alors que l'huissier de justice, c'est un juriste. Il connaît la loi. Il mesure la gravité de pareilles erreurs. Il ne peut pas se permettre de venir chez vous aux heures non indiquées par la loi. Donc il ne peut pas se permettre de le faire. Vous ne pouvez pas. En aucun cas, un huissier ne peut venir chez vous, vous déloger avant 6 h du matin. Donc l'heure indiquée, c'est 6 h. À partir de 6 h, l'exécution peut commencer. Donc c'est ici l'occasion pour moi, sur vos antennes, de demander à tous les justiciables, tous ceux qui sont dans une situation conflictuelle, tous ceux qui sont concernés par une expulsion, de garder nos contacts téléphoniques. Vous, la presse également. Lorsque, à l'occasion de leur expulsion, l'huissier et la gendarmerie ou accompagnés de la police arrivent chez eux avant 6 h du matin, qu'ils vous appellent. Qu'ils nous appellent en tant que chambre. Pour dire, écoutez, vous nous aviez toujours dit que les expulsions ne peuvent pas démarrer avant 6 h du matin. Voilà qu'il est 4 h, il fait 4 h chez nous. Un de vos confrères est devant notre porte, il s'agit de tel, il est accompagné de tel groupement de gendarmerie ou il est accompagné de tel commissariat de police. Bien. Que les gens le fassent, plutôt que d'attendre le beau matin, ils viennent vous chercher, ils vous montrent les images des effets éparpillés un peu partout, en vous disant, c'est à 3 h qu'on a été expulsé. C'est des gens de mauvaise foi. Bien. Pourquoi ils ne se sont pas exécutés librement avant qu'on ne parvienne à une exécution forcée? C'est très important qu'on précise cette partie-là. Et donc on va fermer cette parenthèse et revenir maintenant à votre débrayage. Alors oui, vous avez énuméré un certain nombre d'éléments de votre plateforme revendicative, mais entre-temps, le président de la République a pris un décret, il a signé votre statut particulier. Et là, on a vu les titres qui sont sortis même des journaux, des sites, pour dire le président a finalement courbé devant les magistrats, devant les huissiers. Est-ce que ça veut dire que votre problème est résolu? Votre réaction face à la signature de votre statut particulier par le chef de l'État, est-ce que ça devrait mettre fin à votre grève? C'est déjà une satisfaction. Parce que parmi tous les points énumérés dans notre plateforme, la signature du statut était le primordial. C'était un point non négociable. Il a été dit et répété au cours de nos différentes assemblées que la signature de ce statut n'est pas négociable. Et tant que le statut n'aurait pas été obtenu, on ne pourrait aller autour d'aucune table de négociation. Maintenant qu'il est obtenu ce statut, nous nous en réjouissons. Encore faut-il que nous en prenions connaissance. Parce qu'à date, moi, en tant que président de la Chambre, nous n'avons pas encore reçu la copie de manière officielle. Donc aujourd'hui, lundi, vous n'avez pas encore officiellement... Bon, je suis retenu par cette émission. Je ne sais pas si à l'heure qu'il fait, mais les collègues du bureau ont déjà reçu la copie. Mais tout à l'heure, dès après cette émission, je serai en ville. Nous allons voir, parcourir ensemble si toutes nos préoccupations ont été satisfaites. Donc avant que vous ne lisiez le contenu de cette décision du président, votre grève n'est pas encore suspendue? Non, à date, la grève n'est pas encore levée. Parce que il n'y a pas plus démocrate en Guinée que les huissiers de justice. D'accord. Non, non. Tout se décide en assemblée générale. Il n'y a pas un jeune, un ancien huissier. Chacun est pris en considération. Les avis de tout un chacun sont pris en considération. Donc, il appartient à l'Assemblée, encore une fois, de prendre la décision de suspendre ou de poursuivre ce débrayage, étant entendu que c'est elle qui avait déclenché le mouvement. Donc, à ce jour, nous ne pouvons pas, parce que le président
ou alors parce que le bureau de la Chambre prend la décision sur le dos des huissiers de justice, ils sont nos mandants. Nous agissons pour leur compte. Nous devons leur rendre compte, leur dire ce qui est d'abord obtenu, livrer le contenu à tout le monde et demander leur avis sur l'opportunité de poursuivre ou de ne pas poursuivre le mouvement. Donc quand est-ce que vous allez faire la lecture collective de ce statut signé par le président? Dès demain mardi, au cours de notre assemblée qui est prévue pour 11 h. Demain mardi, à 11 h. Alors ça veut dire que nous serons là pour participer à la lecture de ce statut et la décision qui en suivra. Mais en termes de conséquences de la grève des huissiers, parce qu'on l'a dit, ou vous l'avez dit, quand les huissiers grèvent, se démobilise, c'est tout l'appareil judiciaire qui est affecté. Bien sûr. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'acte judiciaire qui est émis, ainsi de suite, et ça peut affecter même l'économie. Hormis les cas qui étaient, les affaires qui étaient déjà, qui étaient préalablement pendantes, qui étaient en cours devant les tribunaux. Parce qu'encore une fois, comme les magistrats ne relèvent pas de nous, ce sont des fonctionnaires, ils ont leur statut particulier. Donc on ne peut pas leur exiger la suspension des audiences. Mais ce qui est sûr, depuis le début donc, de ce débrayage, le 13 de ce mois, il n'y a pas eu de nouvelles affaires. C'est ça l'inconvénient. Parce qu'on est en train de vider les anciens dossiers, mais il n'y a pas de nouvelles saisines. Donc les tribunaux ne sont pas saisis à nouveau de nouvelles affaires. Sans la présence des huissiers. Oui, parce que rien n'est possible. L'accès à la justice passe forcément par les cabinets d'huissiers de justice. Lorsqu'ils ferment leur cabinet, aucun justiciable ne peut saisir le juge. Alors, parce que l'acte introductif d'instance émane d'un huissier de justice. À part les travaux de la justice directement, votre grève affecte aussi, je veux dire, l'économie, ou les activités économiques. Mais comment est-ce que ça peut affecter aussi ces activités économiques? Oui, mais imaginez, prenez l'exemple sur un investisseur qui voulait débarquer en Guinée, ou qui débarque au moment où juste il apprend qu'il y a une grève. Pourquoi grève? C'est parce que les huissiers ne sont pas protégés, parce que les huissiers n'ont pas leur statut, parce que les huissiers ont des difficultés d'exécution. Mais il va dire que cet État n'applique pas ses propres lois. Dès lors, s'il n'avait pas encore posé sa valise, mais il prend la direction d'autres cieux, il va partir ailleurs, il va partir explorer d'autres pistes. Maintenant, ceux qui sont déjà installés, si vous prenez l'exemple sur les miniers, il y a des miniers qui sont en contrat avec les huissiers de justice. Les sociétés minières. Pour cause de débrayage, il y a des services pour lesquels ces cabinets d'huissiers sont requis qui ne peuvent être accomplis. Et ça affecte l'activité de ces entreprises. Conséquemment, ça affecte dangereusement l'activité de ces miniers. Et s'ils sont affectés, s'ils sont impactés de manière négative, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, qu'est-ce que ça représente? Nous qui reposons tous nos espoirs aujourd'hui sur les mines, sur les sociétés minières, lorsque ces dernières connaissent des conséquences, ou alors enregistrent des dommages découlant du débarrage des huissiers de justice. Vous savez qu'est-ce que ça peut représenter? Vous prenez la douane, nous avons un collègue qui travaille pour la douane, qui est l'huissier de la douane. Il est régulièrement requis, régulièrement. Le fait de rester sans activité pendant 2 semaines impacte négativement certaines activités de la douane. Parce que la douane ne pourra pas mettre sous extari certaines marchandises. Exactement, parce qu'il y a des opérations qu'on lui confie régulièrement. Et la douane tient au respect des délais présentement. Bien. Donc quand on est en grève, l'huissier ne peut pas être là. Et pour que l'opération qui devrait se dérouler en présence de l'huissier le soit de manière régulière, il faudrait la présence de l'huissier. S'il n'est pas là, voyez-vous l'impact. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Les huissiers, on les voit aussi sur les places de loterie, les jeux de loterie. C'est un sujet qui a attiré notre attention tout à l'heure à la radio. Oui. C'est-à-dire que quand on voit les résultats que les sociétés de loterie présentent souvent à la RTG, je prends Guinée Games, je prends PMU, je prends encore d'autres sociétés de jeux, il y a toujours un huissier qui se présente devant la dame et qui dit je certifie ces résultats. Tout à fait. Depuis le 13 que vous avez commencé votre grève jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vos collègues là continuent à aller certifier les résultats de ces jeux ou est-ce que vous les avez tous démobilisés? Ils ont été tous démobilisés. Nous avons un comité de veille
nous avons un comité de veille. Autant nous veillons sur les confrères, le mouvement de chaque confrère dans la ville, pour voir si quelqu'un n'est pas en train de poser un acte quelque part, autant nous veillons sur l'activité de ces confrères qui valident les différents tirages de ces jeux de loterie. Donc, ils ne participent pas. Et si pourtant les résultats continuent à passer sur les télé? Les résultats passent, mais suivez très bien, lorsque ces émissions-là passent, vous nous voyez la présence d'aucun huissier. D'où le caractère irrégulier du tirage. Parce que c'est un des principes de jeu. C'est l'huissier qui le constate. C'est lui qui constate la régularité du jeu. Maintenant, si celui-là qui constate la régularité du jeu, des principes du jeu, n'est pas là pour certifier, que devient le tirage? Pourtant, ces sociétés de jeu-là n'ont pas arrêté leur jeu. Ils n'ont pas arrêté l'argent des parieurs. Mais il appartient à chaque parieur, surtout les perdants, d'attaquer les tirages pour dire que depuis telle date, moi j'ai toujours été un joueur, j'ai toujours joué. Les huissiers ont toujours été présents lors des différents tirages, mais depuis telle date, nous constatons l'absence des huissiers de justice. Donc nous attaquons tous vos tirages allant de telle à telle date. C'est leur droit. Par rapport aux sociétés de loterie, là, tous les parieurs ont le droit aujourd'hui d'attaquer tous les résultats. Si bon leur semble. Bien. Si bon leur semble. En tout cas, si la présence de l'huissier était une cause, ou alors, comment j'appelle ça, si l'absence de l'huissier de justice pouvait affecter le résultat, il appartiendra à chaque parieur, parce qu'ils sont perdants, d'attaquer le tirage pour dire que le jeu n'a pas été certifié par un huissier de justice. Et donc se faire rembourser. Oui. Hein, c'est un sujet très important. Ça veut dire que déjà ce soir-là, avant en tout cas que vous ne commenciez à travailler, que vous ne deviez votre mode de grève, il faut que certains maintenant soient vigilants pour suivre. Est-ce que les huissiers viendront certifier les résultats des jeux? Sinon, vous serez en droit de demander, heureusement que moi je ne joue pas, peut-être malheureusement, sinon j'aurais demandé qu'on me rembourse. Alors, dernier mot, M. Camara, à l'endroit de vos confrères, mais aussi des justiciables qui vous regardent par rapport à cette grève et tout. Voilà, donc nous avons un message tout particulier à l'endroit des confrères qui ont observé le mot d'ordre lancé au cours de notre Assemblée générale qui a ordonné le débrayage. Et ils ont observé cette période avec beaucoup de peine. Et chacun s'est sacrifié. C'est un don de soi. Nous les félicitons pour ce courage. Ils ont été courageux. Ils ont été très mobilisés derrière leur bureau. Ils ont été mobilisés pour surveiller partout en ville si un des confrères ne serait pas en train de violer les principes de notre débrayage. Nous les encourageons, nous les demandons de rester à l'écoute, nous leur demandons de rester mobilisés comme ils l'ont toujours été, jusqu'à ce que demain mardi, nous nous retrouvions en Assemblée générale au cours de laquelle les décisions vont être prises, allant dans le sens soit de suspendre momentanément le débrayage ou alors de poursuivre le débrayage pour l'obtention des satisfactions des autres points de revendication. Nous sommes là pour eux, nous ne faisons rien contre leurs intérêts, ils sont nos mandants, on n'entreprendra rien qui soit contraire à leurs intérêts. Aux justiciables, nous leur demandons de patienter. Ce que nous sommes en train de faire, ce combat, c'est aussi pour eux. Nous nous battons pour que l'état de droit soit effectivement instauré en Guinée. Donc, à tous les huissiers, félicitations et tous les encouragements du bureau aux justiciables de patienter. Très bientôt, il suffit d'obtenir la satisfaction des autres points de revendication pour que nous reprenions nos activités dans le sens de donner satisfaction franchement à toutes les demandes qu'ils formuleront devant nos différents cabinets. Voilà donc M. Camara, en tout cas merci d'être passé et à très bientôt. Merci à vous. Merci. Voilà, tout de suite dans la deuxième partie, je retrouve Diabati Doré, président du RPR. À tout à l'heure.
Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Comme annoncé, Diabati Doré, président du RPR, Rassemblement pour la République, parti politique de l'opposition républicaine, membre du Front National pour la défense de la Constitution. Il est déjà sur ce plateau. Oui, Diabati, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Merci surtout de la disponibilité. Alors, je le disais tout à l'heure, le débat, il est de plus en plus houleux autour de cette affaire de Constitution. Chaque parti politique prend position. On sait que vous êtes de l'opposition, mais la touche particulière de ce parti, de votre parti dans cette lutte aujourd'hui, on veut bien le savoir. Et puis, globalement, face à la multiplication des mouvements pro-constitution aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours dans la même ferveur, dans la même énergie de contrer ce vent de nouvelle constitution qui arrive vers vous? Et puis récemment on a vu la sortie d'un certain nombre de gens qui ont fait débat, Mariko du Mali, et puis vous avez Sékou Bouré Kone qui a fait une sortie, on va dire, polémique aujourd'hui, qui fait que certains pensent qu'il prend parti pour une nouvelle constitution, même s'il cherche à se défendre. Oui. Merci encore une fois. Je voudrais d'abord présenter mes condoléances aux familles des victimes de Dabondi 3 et aussi ma compréhension pour les déguerpis de Dar Salam. Par rapport à votre question concernant leur fameuse nouvelle constitution, parce qu'on ne parle plus maintenant de troisième mandat, si vous avez suivi très bien la déclaration du docteur du RPG Arc-en-Ciel, lui par le ministre de la Défense, et en tant que ministre de la Défense, moi je condamne ça d'abord, qu'il ne doit pas lire une déclaration dans le siège, parce que c'est vrai que... Vous dénoncez le fait que Mohamed Diané, oui, parce qu'aujourd'hui, en tant que ministre de la Défense, et nous sommes dans un pays où nous disons toujours que notre armée doit être une armée républicaine. Et en tant qu'aujourd'hui ministre de cette armée, tu te permets de dire une déclaration alors que les avis sont partagés. Je crois qu'il n'était pas bien placé de lire cette déclaration. Ça c'est un. Secondo, c'est par rapport à leur nouvelle constitution. Ils disent quoi? Si vous avez constaté dès le départ, tout le monde parlait d'un troisième mandat. Quel wari il va finir? Qu'est-ce qu'il a fait d'abord et qu'on va dire aujourd'hui qu'il va terminer? Moi, je crois que la constitution de 2010, le 7 mai 2010, est très claire. Quand tu prends l'article 27 de cette constitution, qui dit que le président est élu sur le suffrage universel direct, son mandat est de 2 ans. Deux mandats. En aucun cas, nul ne peut s'octroyer d'un troisième mandat. Maintenant, comme vous l'avez dit, oui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la mouvance s'adapte un peu à votre manière de mener le débat, parce que l'opposition, globalement, et certains acteurs de la société civile, vous avez pris le devant et vous aviez commencé à alerter sur un troisième mandat qu'Alpha veut. Et comme vous l'avez dit, la dernière fois, le RPG n'a mentionné nulle part dans sa déclaration troisième mandat. Non, ils disent désormais nouvelle je comprends. Non. Moi, je vous comprends. Vous savez, quand tu prends le professeur Alpha Condé, depuis qu'il est parti en France, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est de lutter contre ces régimes. Et tout ce qu'il voulait dans sa vie, c'est d'être président. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le pouvoir plus qu'Alpha Condé en Guinée. Parce que quand tu prends son CV, tout le monde te dira que oui, il a été président de la FIANF. En aucun cas, il a fait stage dans une institution ou quoi. Quand je prends les Ouattara, les autres présidents, les Macky Sall, ils ont été ministres, premiers ministres, ils ont travaillé dans les institutions internationales. Mais l'agenda caché, comme le RPG a vu que la population s'est levée, aujourd'hui tu demandes, tu fais, comme nous n'avons pas des institutions de sondage dans notre pays, mais quand tu fais le constat aujourd'hui, tu te rendras compte que le peuple ne veut pas de Alpha Condé, le peuple ne veut même pas qu'aujourd'hui le RPG s'octroie un troisième mandat. Donc c'est pour vous dire que l'agenda caché du RPG, c'est un troisième mandat. Mais si vous avez suivi l'interview accordé par le président de la République avec les journalistes sénégalais, il a été clair que s'il y a une nouvelle constitution, c'est qu'il y a un troisième mandat. Mais on peut pas être roi et riche plus que le roi. Bien. Donc si lui l'a dit que s'il y a une nouvelle constitution, c'est qu'il y a 4e République et c'est qu'il y a un autre mandat, nous disons non. Aujourd'hui, le RPR s'engage et se bat corps à âme, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de mobiliser les gens. C'est la question que je posais. Le RPR, oui. Peut-être qu'il y a un parti qui connaît les secrets du RPG parce que vous avez été allié au RPG à un moment donné avant de venir à l'opposition. Quelle est votre touche particulière? Je parle de votre parti.
dans cette lutte globale-là, Oui. comme vous l'avez dit, un peu partout ici à l'intérieur du pays, parce que les autres aussi, le parti au pouvoir est en train de mobiliser des gens à l'intérieur pour sensibiliser selon ce qu'ils disent, afin que les gens acceptent l'idée d'aller vers un référendum, et une fois au référendum qu'ils votent oui pour une nouvelle constitution. La particularité de la lutte que le RPR est en train de mener au sein du Front, je m'en vais vous dire que tout récemment, nous avons offert 1000 affiches au Front et c'est écrit là-dessus non au 3e mandat. Ça c'est un. Nous sommes très très actifs et aucune réunion, que je sois à Conakry ou ailleurs, en tout cas mes vice-présidents participent à des réunions, les secrétaires nationaux participent à des réunions, même le comité au Front National et à l'opposition. Nous sommes très très actifs sur les deux. Et vous savez que nous sommes au XXIe siècle. À l'indépendance, ce qui se passe aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de le faire, même au temps de Lansana Conté. C'est pour un message à des promoteurs. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est le clan qui entoure aujourd'hui Alpha de se maintenir. Qu'est-ce qu'ils disent? Que oui, nous nous sommes battus pendant 20 ans, pendant 40 ans, et que nous venons au pouvoir aujourd'hui et 10 ans que nous partons. Mais je crois que, c'est-à-dire les temps ne sont pas les mêmes. Donc c'est le slogan. C'est le slogan. Ils disent aujourd'hui, mais si c'était par ailleurs qu'ils ont... Mais moi je voudrais quoi? Qu'on soit républicain et qu'on soit respectueux de la loi. C'est ça mon problème. Bien. Et si vous voyez que je me suis engagé dans la politique, c'est pour le respect de la loi et de nos textes juridiques. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là en train de voir. Les gens qui nous donnaient des leçons hier, c'est les mêmes personnes aujourd'hui qui sont en train de tripatouiller, qui veulent faire du n'importe quoi et qui veulent semer. Et je crois que le peuple n'acceptera pas. Les opposants se battaient surtout pour l'instauration de la bonne démocratie. Pour non seulement globalement la bonne démocratie, mais oui. L'alternance démocratique. Oui, attends. Je me souviens, alors, je vais vous donner. Vous êtes déçu de lui parce qu'à un moment, il a été un modèle pour vous, au point que vous avez été son allié. Hein, vous savez, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites aujourd'hui. Quiconque a écouté Alpha, quiconque a suivi les meetings d'Alpha, dans le passé opposant, tu dirais que oui, c'est le Messie de la Guinée. Mais quand Alpha Condé est venu, après 1 an, 2 ans, les mêmes personnes qui critiquaient, et que c'est les mêmes personnes qui l'entourent aujourd'hui et qui les écoutent, je me suis dit, premièrement, Alpha ne connaît pas la Guinée, et il a dit haut et fort en 2017, au stade devant les femmes, qu'il ne connaît pas la Guinée, il ne connaît pas les Guinéens, que malheureusement son frère est au palais du peuple, malheureusement que son frère est décédé. J'ai pris ma tête. Pourquoi je le dis? Tu as passé tout son temps, tu dis que tu as parcouru toute la Guinée. Mais tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu ne connais pas. Et que les cadres qui étaient avec Lansana Conté, et que tu les critiquais, et que tu viens aujourd'hui, ils se t'entourent, tu les nommes comme ministre. Cela veut dire qu'au sein du RPG, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de bon cadre. Ça c'est un. Deuxièmement, Alpha n'est pas démocrate. Pourquoi je le dis? Quand Alpha est venu en 2010, aucune élection n'a été organisée à temps dans notre pays. Bien. Il a fallu des manifestations, des dégâts, des tueries. Bien. Avant qu'on n'arrive. Et donc je crois que aujourd'hui Alpha ne mérite pas ce salut. Alpha doit partir. Je reste toujours sur la singularité de la lutte du RPR, la lutte globale du Front et de l'opposition républicaine contre une nouvelle constitution, mais dans les bastions politiques qui sont communs, par exemple, au RPR et au RPG. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des lieux à l'intérieur du pays où votre parti et le RPG, vous partagez, par exemple, l'électorat, Beila ou Macenta ou je ne sais pas encore où. Est-ce que sur ce terrain-là, vous pensez que vous pourrez convaincre les populations de ces zones-là contre une nouvelle constitution pour ne pas qu'ils suivent le parti au pouvoir pour une nouvelle constitution, parce qu'on a l'impression qu'on leur dit qu'avec une nouvelle constitution, ils vont avoir de bonnes récoltes, le climat va changer chez eux, l'argent va tomber du ciel. Quel est le discours que vous aussi vous amenez dans ces zones, que vous partagez avec le RPG pour les convaincre de ne pas aller dans ce sens? Oui, je pense bien, dans mon village Moussadou, ce qui se passe à la minute à Conakry ici, tout le monde est informé grâce aux réseaux sociaux. Le peuple n'est pas dupe. Tout le monde sait ce qu'Alpha a fait pendant ces 9 ans. Donc, le discours pour dire que votre vie va changer, celui qui n'a pas donné
l'amélioration des conditions de vie à son peuple pendant 9 ans ou 10 ans, est-ce qu'il va le donner pendant 2 ans, 3 ans ou 5 ans? Je dis non. C'est leur discours. Nous, notre aujourd'hui, je crois que... Mais oui, mais nous sommes en train de travailler. Je ne peux pas dévoiler ici nos secrets aujourd'hui. Mais je crois que même dans les villages, même dans les districts, nous sommes en train de travailler et nous envoyer des moyens à l'intérieur pour dire non au 3e mandat. Vous-même, vous constatez qu'aujourd'hui, depuis que Alpha est venu au pouvoir, si ce n'est pas des promesses, c'est des promesses. Et je crois que le temps n'est pas au discours, le temps est de poser des actes. Et Alpha n'a pas posé des actes concrets aujourd'hui qui va permettre à la population guinéenne de le suivre dans ses velléités de 3e mandat. Et je crois que nous sommes clairs là-dessus, ça ne passera pas et nous allons nous battre corps et âme pour empêcher. Et je vous rassure aujourd'hui que le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat personnel, mais c'est pour sauver la République, c'est pour sauver la Guinée. Et donc, qu'est-ce que vous dites en termes de réaction? Je l'ai dit tout à l'heure, les pro-nouvelle constitution se multiplient de jour en jour, oui, comme aussi certaines structures anti et contre. La réaction, je veux dire la sortie de Mariko, le Malien, l'opposant malien la dernière fois, aux côtés de Makanera, pour parler de nouvelle république, et puis vous avez la sortie de Gouré Sikondé. Quelle réaction vous avez face à ces deux sorties? Concernant la réaction de l'opposant malien Mariko, ou d'autres disent Hariko, je ne sais quoi encore, je crois qu'il mérite aujourd'hui de l'appeler du n'importe quoi, parce qu'il a cherché. Et je pense bien, si on était dans un pays sérieux, responsable, Mariko ne devait pas faire encore 24 heures dans notre pays. Ah bon? Oui. Je me souviens au Mali. Et vous savez, de 2017-2018 jusqu'à début 2019, à chaque fois je suis au Mali et j'ai même assisté à des manifestations. Et quand Ibeka voulait s'octroyer aussi une présence à vie, je crois que c'est les Mariko qui étaient au premier rang, avec les Soumaïla Sissé, avec les Tcheblé Dramé, et je ne sais quoi d'autre encore, pour dire non à ce vieux que non, le Mali est responsable, les Maliens ne veulent pas. Donc il faut respecter la Constitution. Et si cette personne se permet de venir aujourd'hui et qui se dit qu'il est panafricain, et qui se dit qu'il est démocrate, et qui nous disent que oui, il veut une nouvelle constitution, et il veut 4e mandat, ou 4e république, je ne sais quoi, de Alpha Condé. Mais il se fout de qui? Bien. Mais je le comprends, parce que vous le savez, qu'en Afrique, l'opposition c'est très dur. Mariko aujourd'hui, en train de chercher son gain. Et vous avez vu, il était là depuis tout le temps. Il était là, ça fait combien de semaines? Il était venu juste pour la célébration du 75e anniversaire du PDG RDA. Et il a tenu un discours aujourd'hui que tout le monde l'a apprécié par rapport à la condamnation du fils du fut président Mohamed Touré. Et qu'il a même dit qu'il va adresser un message au président de la République pour qu'il se batte aujourd'hui pour qu'on libère Mohamed Touré. Nous sommes d'accord de tout ça là. Il se dit qu'il est panafricaniste. Je crois qu'aujourd'hui, celui qui bat, celui qui se bat pour sauvegarder la culture africaine, nos coutumes, nos mœurs, ne peut pas se permettre de parler de la sorte. Bien. Je suis sidéré, mais je pense bien que Mariko est là, comme je l'ai tantôt dit, que l'opposition est dure, et arrivé à un moment, et c'est la part du gain, il va prendre ses dollars, et Alpha aime ces personnes-là, comme le Makanera est en train de faire, de gauche à droite, pour sillonner. Nous avons une conviction. Et je crois qu'aucun sacrifice n'est assez grand. Est-ce que le parti au pouvoir vous a approché aussi, pour vous débaucher dans cette question de militer pour une nouvelle constitution? Il n'y a pas un parti de l'opposition aujourd'hui qui n'ont pas démarché pour qu'ils quittent, pour les aider dans leur, suicide. Mon frère, je suis venu dans la politique avec une conviction. On vous a approché. Je te dis, je suis venu dans la politique avec une conviction et je ne trahirai jamais cette conviction. Quel que soit, même si Alpha Condé était mon père aujourd'hui, je n'accepterai pas qu'on tripatouille notre constitution, je n'accepterai pas qu'on sacrifie notre génération. Je suis très jeune aujourd'hui et je veux. Il ne faut pas s'attendre, je le dis et je le répète haut et fort sur votre télévision. Vous pouvez garder les archives que je n'accepterai pas, même si c'est des milliards ou quelque chose qui tombe, parce qu'on voit aujourd'hui comment ils sont en train de distribuer des milliards de gauche à droite. Diabati Doré a une conviction et je veux l'alternance en 2020. Et je reste toujours dans l'opposition jusqu'en 2020. Et 2020, il y aura l'alternance. Alpha
il veut ou pas, Alpha s'en ira en 2020. Bien. Parce que le peuple n'est pas prêt à l'accompagner dans ce fameux projet qu'on appelle le 3e mandat. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de cacher. Et je vais vous dire quelque chose. C'est pas la première fois qu'on m'approche ou qu'on m'appelle. À chaque fois que je sors sur l'international, ils voient mon combat, j'ai dit non. Certes, l'opposition est dure, mais aucun sacrifice n'est assez grand pour mieux faire, pour se battre pour son peuple. Donc je suis là pour la population guinéenne et je me battrai corps. Nous serons l'exemple. Si aujourd'hui les Makandira, les consorts font les navettes par-ci, moi je crois que ce n'est pas un bon exemple aujourd'hui qu'ils sont en train de donner à l'université. Nous, notre génération, nous n'allons jamais accepter de faire des navettes entre les politiciens. Voilà. Et pour terminer, réaction sur... Vous avez commencé tout à l'heure par le drame d'Aboundi, Oui. et puis ce déguerpissement qui se passe aujourd'hui à Dar es Salaam. Oui, quel est le regard du politicien sur cette question? Vous pensez que le gouvernement, là aussi, a fait montre de monstres sans cœur face à ces populations de Dar es Salaam, et le cas aussi de Daboundi? Non, c'est comme toujours, ce gouvernement n'a pas de cœur. Mais regardez aujourd'hui, vous avez vu le cas de Kaporouraï, de Kipe 2. Je me pose la question d'abord, quelle est l'urgence? Quelle est l'urgence qui est là, qu'il faut déguerpir et mettre sa population? Alors que le pouvoir public est là pour protéger sa population. Je crois que c'est le premier rôle régalien d'un gouvernement, d'un État sérieux. Et donc, si, en plein mois de Ramadan, plein pluie, que le gouvernement se permette de mettre une partie de sa population à la belle étoile, je crois que c'est le comble. Bien. C'est le comble. Je ne sais pas quoi dire, c'est de demander à la population d'être courageux, d'être fort, et que nous sommes à leur côté. Et que c'est pour cela que nous nous battons aujourd'hui, pour dire que non, cet État voyou, cet État irresponsable, qui est en train de torturer, qui est en train de mettre à la belle étoile sa population, n'a pas droit à un nouveau mandat. Bien. Il faut qu'on accélère leur départ parce que trop c'est trop. On a tout vu. Et regardez aujourd'hui à Kaporouraï, ils ont déguerpi tout le monde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bien. Et le développement, on nous dit aujourd'hui, je vais en finir. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, les communicants, qu'est-ce que tu vois? C'est des hôtels. Mais est-ce que le développement, c'est pas des hôtels? C'est l'eau, l'électricité, les écoles, comme nous disent aujourd'hui. Combien d'écoles Alpha a construit? Oui, même si les hôtels font partie. Mais écoutez, je ne dis pas, le BABA, non, je n'ai pas dit. J'ai dit, non, je n'ai pas dit ça. Ça fait partie du développement. Non, ça fait partie du développement. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux, est-ce que le développement d'abord, le BABA du développement, est-ce que, attends, je vais vous dire. Vous pouvez dire que ça ne se limite pas. C'est ça que je t'ai dit. J'ai dit que quand tu vas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce qu'on nous dit que le développement, c'est les hôtels seulement. Alors que la population qui se trouve à Zérékoré, à Yomou, dans le village d'Agbakenou là-bas, est-ce que lui, ils sont, qu'est-ce que lui veut? C'est la route. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Les besoins sociaux de base. Les besoins sociaux de base, c'est ça d'abord le développement. Le développement commence par ça. Alors oui, on va terminer. Seydou Dalein Diallo est votre allié politique, vous êtes dans l'opposition républicaine, mais il a fait des sorties à l'international qui a suscité beaucoup de débats. Est-ce que vous aussi, vous avez été touché par ces différentes sorties du genre il a mal fait, il a fait une erreur en disant Général Lansana Conté était un bon président, voilà pourquoi il fallait le soutenir dans ce référendum, alors que préalablement il avait dit qu'il avait regretté avoir soutenu la même initiative. Est-ce que vous avez eu une lecture particulière de cette sortie de Seydou, du genre déçu, ou c'était normal? Je crois que chacun a sa façon de voir les choses dans le passé. Et dans le passé, moi, je n'ai jamais été dans un gouvernement, et même jusqu'à présent, je ne suis pas dans un gouvernement. Et si lui a été plusieurs fois ministre, il a été Premier ministre. Et je crois que la communication de celui, il a parlé au nom de l'UFDG. Il n'a pas parlé au nom de l'opposition républicaine. Oui, mais écoutez, nous sommes dans un même combat. Oui, on parle de l'alternance. Je crois qu'il a fait, je crois que, non, pour moi, il est très important que quand un homme arrive à reconnaître ses erreurs et qui dit publiquement c'était une erreur de ma part, je crois que il faut avoir le courage de le dire. C'est ça qui manque en Guinée ici. Si il a dit qu'il le regrette d'avoir participé. La cause de l'erreur là encore a posteriori que c'était oui, bon. mais c'est lui qui l'a dit.
Et à l'époque, c'est lui qui sait. Vous, en tant que journaliste, demandez-lui pourquoi il a dit que Lansana Conté a été un bon président. Pour moi, quand il a dit... Non, moi je ne polémique pas autour là-dessus, parce que le fait qu'il a dit sur TV5 que oui, ça a été une erreur de sa part de soutenir, parce que il a accompagné le gouvernement parce qu'il a été ministre. Et je crois qu'il a fait ses mea culpa. Et je crois que comment on appelle, une faute comment on appelle, reconnue a été à moitié pardonnée. Je crois qu'aujourd'hui, s'il a été un grand homme pour dire que vraiment il reconnaît ses erreurs, c'est ça qui nous manque ici. Il y a des gens aujourd'hui qui sont avec Alpha Condé qui n'ont jamais reconnu comment on appelle, leur passé au temps de Lansana Conté. Je crois qu'il faut assumer. Quand tu es un homme d'État, quand tu es un homme public, il faut savoir s'assumer. C'est extrêmement important pour que la nouvelle génération, pour que le peuple sache qui tu es. Alors, on a vu tous les concepts contre la nouvelle constitution, Amour Lanfé, à Tébin. Alors, comment ça se dit chez vous? En Konyanké, tu veux dire? Non, ne me faut là, quand faut Athéna Bena, Benven Froté. Quand Athéna Bena, Benven Froté, et moi, Sousouni et parti au soutenu là. Pardon, Ayafo Alpha Condé et Diafaoko, sinon il va sortir par la fenêtre. Il est rentré par la grande porte, je pense bien, il doit tout faire aujourd'hui de sortir par la même grande porte. Parce que nous avons vu en Afrique actuellement, l'exemple de Soudan est là, de l'Algérie est là, de Mugabe est là, de Mugabe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'Afrique se réveille, la conscience de la nouvelle génération est tellement ancrée aujourd'hui par rapport à l'alternance. Je vais vous faire une anecdote. Pour terminer, je vais vous faire une anecdote. Vous savez, Diouf au Sénégal, il a été président de la République pendant 20 ans. Et quand Wade est venu, après le premier mandat, quand il est revenu, le seul mot qu'il a eu à dire quand le journaliste lui a posé la question, il dit: je regrette d'avoir conservé le pouvoir pendant 20 ans. Parce que je me rends compte que c'est l'alternance qui permet de développer une nation. C'est pour vous dire que je demande à mes frères et sœurs du peuple de Guinée de se lever comme un seul homme pour barrer la route à Alpha Condé, parce que c'est 9 ans, c'est égal à négatif. Merci. 0 égale à 0. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup mon cher, c'est à moi de vous remercier. Voilà, c'était tout pour ce numéro. À demain pour un autre numéro de Café Débat. Prenez soin de vous et au revoir.